la dégradation de ces relations sous la présidence, sous le gouvernement puis la présidence de Erdogan a été considérée comme une trahison par les Israéliens. Par ailleurs, alors que la politique étrangère turque était extraordinairement stable jusqu'à Erdogan, elle est devenue, depuis que celui-ci est arrivé au pouvoir, passablement chaotique. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine géopolitique hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient, Israël dans sa région, avec comme thème cette semaine le changement actuel de ton et de climat à Ankara, surtout concernant les relations de la Turquie avec Israël. Pour en parler en ligne avec nous depuis Paris, Michel Gurfinkiel. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, vous êtes expert en affaires géopolitiques du Moyen-Orient, auteur de nombreux ouvrages d'analyse historique et justement géopolitique sur Israël et sa région, rédacteur en chef émérite actuellement de l'hebdomadaire français Valeurs Actuelles que vous avez dirigé de longues années à Paris, et aussi chercheur entre autres au think tank américain Middle East Forum. Alors, rentrons, si vous le voulez bien, tout de suite dans le vif du sujet. Faut-il prendre au sérieux cet intérêt manifeste qui en fait est tangible depuis quelques mois et surtout ces dernières semaines du président turc Recep Tayyip Erdogan de renforcer les liens de son pays avec Israël, et ce après une longue période de brouille et j'allais même dire une période assez violente de critique d'Israël et de Jérusalem. Est-ce que c'est une affaire sérieuse ? En tout cas, les autorités israéliennes ont l'air de considérer que c'est une affaire sérieuse puisqu'elles ont multiplié les gestes en faveur d'un rapprochement avec la Turquie. Je donnerai quelques exemples. Il y a eu, il y a quelques jours, une situation où le président Erdogan était souffrant, et donc le président Herzog lui a téléphoné pour prendre des nouvelles de sa santé, pour lui souhaiter un prompt rétablissement. C'est un geste amical qui, bien entendu, était prévu à l'avance, mais qui indique donc au plus haut niveau, de la part des Israéliens, le désir d'un certain rapprochement avec la Turquie, et qui indique aussi de la part des Turcs qu'ils acceptent et qu'ils sont contents qu'un tel rapprochement ait lieu. Il y a eu, à peu près au même moment, je crois que c'est le 3 février, une rencontre à Washington entre l'ambassadeur israélien et l'ambassadeur turc. C'est intéressant que ça se déroule à Washington, et il y avait également d'autres ambassadeurs qui étaient présents, en particulier celui de l'Azerbaïdjan, un pays ex-soviétique sur la mer Caspienne, qui est culturellement très proche de la Turquie et qui, par ailleurs, a toujours entretenu de très très bonnes relations stratégiques et économiques avec Israël. Il y a eu un certain nombre de choses intéressantes aussi au cours des dernières semaines. On a appris que les services secrets turcs avaient, disons, prévenu un attentat inspiré par l'Iran contre un important homme d'affaires israélien en Turquie. Il y avait 2 touristes israéliens qui étaient inquiétés par les autorités turques qui ont été relâchés. Nous voyons qu'il y a beaucoup de gestes d'un côté et de l'autre. On parle aujourd'hui d'une éventuelle visite du président Herzog à Ankara, et cette affaire a l'air d'être si avancée que les Israéliens ont éprouvé le besoin de dire qu'il y aurait d'abord une visite du président israélien à Athènes pour ne pas donner l'impression à la Grèce, avec laquelle Israël s'est beaucoup rapproché depuis quelques années, que Israël est en train d'abandonner la nouvelle alliance grecque au profit d'un retour à l'alliance avec la Turquie. À ce propos, justement, c'est intéressant que vous parliez de cela, puisque certains ont fait remarquer dans la presse israélienne
que ces offres de visite du président Herzog ont été consécutives à quelques demi-journées près à l'annonce assez surprenante d'ailleurs de la part des États-Unis que Washington ne soutenait plus la construction du gazoduc à partir donc de Chypre, de la Grèce, qui passerait par Chypre et par la Grèce vers l'Europe. Et donc, c'est une sorte de lâchage pour des raisons que vous nous expliquerez, énergétiques, géopolitiques. Et en fait, le soudain intérêt de Erdogan, en tout cas à recevoir Herzog, s'est manifesté consécutivement à cette décision. Et ça s'ajoute, et ce sera ma question, à d'autres analyses encore plus pointues de la presse israélienne qui ont mis en garde, tout comme d'ailleurs certains généraux de Tsahal, le gouvernement Bennett de ne pas se précipiter dans les bras désormais ouverts d'Erdogan en disant que dans cette prétendue nouvelle donne qui est proposée par Ankara, en fait la Turquie voulait, comme à son habitude, recevoir le maximum en donnant pour sa part le minimum. Est-ce que vous partagez ce pessimisme-là de la presse israélienne, cette mise en garde ? Vous savez, le problème avec la Turquie, c'est que Israël a entretenu des relations extraordinairement étroites avec la Turquie pendant très longtemps, que la dégradation de ces relations sous la présidence, sous le gouvernement puis la présidence de Erdogan a été considérée comme une trahison par les Israéliens. Par ailleurs, alors que la politique étrangère turque était extraordinairement stable jusqu'à Erdogan, elle est devenue, depuis que celui-ci est arrivé au pouvoir, passablement chaotique. Non seulement Erdogan a remis en cause ou trahi les alliances et les engagements qui étaient les siens, qui étaient ceux de la Turquie jusqu'à présent, vis-à-vis de ses voisins, vis-à-vis d'un certain nombre d'instances supranationales, mais en plus, il y a eu beaucoup disons, de contradictions dans la politique turque. Donc, les Israéliens ont eu le sentiment à la fois que les relations amicales ont été trahies par les Turcs et que d'autre part, il n'y a aucune lisibilité dans la politique et la stratégie turque actuellement et donc il n'y a aucune raison d'investir trop dans un éventuel rapprochement. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même rappeler deux choses. Premièrement, la Turquie n'a jamais rompu ses relations avec Israël en dépit de la dégradation des relations mutuelles. Les relations économiques entre la Turquie et Israël n'ont absolument pas décliné pendant cette période de crise politique et stratégique. Il faut rappeler ça. Donc, quelque part, ni les Turcs ni les Israéliens n'ont voulu aller trop loin dans une éventuelle rupture. Si aujourd'hui, les Israéliens acceptent de reparler aux Turcs, d'abord, c'est parce que ça s'inscrit dans de la réelle politique. La réelle politique, c'est que on peut parler avec quelqu'un et on peut même développer des relations avec quelqu'un tout en sachant pertinemment que cette personne n'est pas nécessairement une personne de confiance. Ça fait partie de la politique. Et deuxièmement, il y a aussi un contexte aujourd'hui qui semble indiquer que la Turquie a vraiment besoin d'Israël et d'un certain nombre de partenaires, mais tout particulièrement d'Israël. Et donc, en fait, ce n'est pas Israël qui se précipite aujourd'hui pour renouer avec la Turquie, c'est Israël qui est en position de force et qui est en mesure d'exiger un certain nombre de conditions pour aller vers un retour de bonnes relations avec la Turquie. Alors justement, avant d'envisager ensuite les raisons profondes, vous avez à peine effleuré, évoqué, mais qui ont poussé le régime d'Erdogan à vouloir se rapprocher à nouveau d'Israël, malgré certaines dissensions. Soit dit entre parenthèses, le ministre des Affaires étrangères turc a déclaré il y a quelques jours, au moment où on parlait de la visite de Herzog, donc le 8 février dernier, le ministre qui s'appelle Mevlut
Cavusoglu, il a déclaré que ce rapprochement, s'il intervient, ne se ferait pas au détriment du soutien par Ankara à la cause palestinienne, qui est bien connue, puisque le régime, pendant cette brouille dont on parlait, Erdogan et la diplomatie turque avaient non seulement organisé la fameuse flottille en 2009 pour tenter de forcer le blocus de Gaza, mais aussi, depuis, ont soutenu la présence non seulement du Hamas en vieille ville de Jérusalem, mais aussi d'associations turques qui opèrent avec le Hamas, sans parler du soutien à Gaza. Et donc, si vous voulez, malgré ces réticences, il y aurait peut-être, comme vous le disiez, un empressement du côté turc et moins du côté d'Israël. Ça corrobore d'ailleurs la remarque que je voulais que vous commentiez, qui fut celle il y a quelques jours du Premier ministre Bennett, qui réagissait justement à l'invitation, la proposition d'invitation par Erdogan du président de l'État Herzog. Soit dit entre parenthèses, cette invitation s'est faite de manière unilatérale, sans préparation. C'est un peu une manière un peu forcée qui a déplu à certains diplomates israéliens, mais Bennett a justement répondu avec prudence. Il a dit ceci: tout se passe très lentement et progressivement avec les Turcs. Une prudence qui a été corroborée le jour même par une déclaration d'un haut diplomate israélien qui préfère rester dans l'anonymat et qui a dit ceci: nous n'avons pas à nous obliger à être à ce point pressés que nous nous empêcherions de créer et de poursuivre nos autres alliances, et d'expliquer que aujourd'hui, dans le Moyen-Orient d'aujourd'hui, il n'y a pas de puissance dominante qui réglemente les rapports entre États. Et donc, il y a effectivement une grande intention, il y a une expectative sérieuse d'Israël auprès de la Turquie, mais qui va piano va piano, c'est-à-dire que ça risque de prendre du temps. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Oui, c'est certainement mon avis pour les raisons que j'ai exposées un peu plus tôt. C'est cela. Il n'en reste pas moins que la Turquie est un très grand pays, à la fois par sa superficie, sa population et son niveau économique et militaire. C'est donc un pays du Moyen-Orient extrêmement important. Les Israéliens sont obligés d'avoir une politique turque. Actuellement, la politique turque donne un certain nombre d'ouvertures possibles. Les Israéliens sont en train d'explorer la réalité de ces ouvertures. On sait que, d'ailleurs, vous avez mentionné les Palestiniens, c'est tout à fait exact, mais précisément, les Israéliens disent nous ne pouvons pas revenir à des relations plus confiantes avec vous tant que vous aurez des relations étroites avec le Hamas, tant que les bureaux du Hamas opéreront librement en Turquie, tant que vous soutiendrez les tendances les plus extrémistes du mouvement palestinien contre Israël. Tant que vous ferez ça, nous ne pourrons pas aller très loin dans nos relations. Alors justement, maintenant, essayons d'approfondir un peu notre analyse. Qu'est-ce qu'il y a quelle serait la série de facteurs qui auraient poussé Erdogan à ce changement de cap? Erdogan qui avait traité Israël au plus noir de cette crise des relations qui dure depuis 2009, ça fait plus d'une décennie, avait traité Israël d'État nazi, ce qui n'était pas quand même n'importe quoi. Est-ce que c'est pas justement l'isolement diplomatique dans lequel se trouve la Turquie, qui a été vraiment intimidée et gênée par justement la signature de l'axe énergétique et stratégique entre la Grèce, Israël et Chypre? Est-ce que ce n'est pas aussi les difficultés économiques internes que rencontre le régime, les élections qui se profilent? Il y a toutes sortes de facteurs. Est-ce que finalement c'est quand même une volte-face à 180 degrés? Qu'est-ce que vous en pensez? Les Turcs, et non pas seulement sous Erdogan, mais dans la très longue durée, les Turcs n'ont jamais eu de problème à, comment dire, Changer de politique. passer d'une ligne de politique internationale à une autre, si c'était nécessaire. On a souvent dit que il y avait dans l'ancienne Europe
quatre diplomaties absolument exceptionnelles, celle du Vatican, celle de l'Autriche-Hongrie, celle certains disaient aussi celle de la Russie, et la diplomatie de l'Empire ottoman. La sublime porte, comme on appelait La ça à l'époque. sublime porte, voilà. On a dit aussi qu'au XIXe siècle, l'Empire ottoman ne survivait que grâce à ses diplomates. Même lors de la création de la République turque sous Atatürk, il est certain que Atatürk a fondé la Turquie nouvelle, moderne, en remportant des victoires militaires, essentiellement contre la Grèce, et en unifiant, disons, territorialement la Turquie nouvelle en Anatolie. Mais par ailleurs, on sait que le nouveau régime turc, voici 100 ans, était extrêmement fragile et il a fallu tout le talent des diplomates formés à l'époque ottomane pour progressivement faire admettre au monde extérieur, c'était à l'époque essentiellement l'Europe, faire admettre qu'il fallait accepter la nouvelle réalité turque. Donc les Turcs ont l'habitude d'une diplomatie complexe, d'une diplomatie où ils ont, disons, toutes sortes de conduites différentes, apparemment contradictoires, mais qu'ils mènent néanmoins de conserve. Ils ont l'habitude de cela et il n'y a pas de problème majeur, c'est là où je veux en venir, par rapport à l'opinion publique turque, par rapport aux élites turques et par rapport, je dirais, au grand public turc, il n'y a pas vraiment de difficulté à se rapprocher d'un pays qu'on attaquait le jour d'avant. Les Turcs acceptent très bien, comprennent la notion de la réelle politique et de la raison d'État qui amène un jour à attaquer un pays et un jour, au contraire, à avoir de bonnes relations avec lui. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Alors, quel est le contexte qui fait que Erdogan éprouve le besoin aujourd'hui de se rapprocher d'Israël? D'abord, je crois, la raison numéro un, c'est que il a eu une politique extrêmement ambitieuse au cours des dernières années. Certains ont dit que c'était une politique excessivement ambitieuse, qu'elle révélait une sorte d'hubris de la part du président turc actuel. Cette politique se solde globalement par un échec. Il y a eu une tentative de jouer un rôle dans le Proche-Orient arabe, en intervenant en Syrie, en intervenant dans le nord de l'Irak, en soutenant les Palestiniens, en intervenant en Libye. Et cette politique, finalement, n'a rien rapporté de concret à la Turquie. Il y a eu une politique consistant à s'affirmer comme une puissance dominante en Méditerranée orientale, notamment en prétendant avoir sa part des gisements d'hydrocarbures en dehors de la part réservée à la Turquie par la loi internationale. Un certain nombre de provocations ont eu lieu qui n'ont eu de résultat que de susciter une très large alliance anti-turque qui va d'Israël à l'Italie et même la France, en passant par Chypre, le Liban et la Grèce. Donc, sur ce plan-là aussi, le résultat a été nul. Il y a eu une tentative de se rapprocher de l'Iran, mais aujourd'hui, les Turcs sont beaucoup plus méfiants vis-à-vis de l'Iran. Ils ont constaté que des groupes non iraniens mais liés à l'Iran ont mené des opérations militaires ou terroristes contre eux, contre les Turcs, et évidemment, ceci les amène à regarder de plus près ce qui se passerait si l'Iran s'imposait comme puissance dominante. Traditionnellement,
la Turquie et l'Iran, ceci depuis le XVIe siècle, ont été les deux puissances musulmanes concurrentes au Moyen-Orient. Ces deux puissances pourraient à nouveau être beaucoup plus des rivaux que des amis. Enfin, il y a une situation incertaine et qui peut évoluer pas nécessairement de manière favorable pour la Turquie dans l'ex-URSS. On a l'impression que la Russie est plus que jamais de retour. Nous voyons d'Europe surtout les pressions sur l'Ukraine, mais rappelez-vous qu'il y a eu une crise grave au Kazakhstan il y a quelques semaines et que en fait les Kazakhstanais ont été obligés de faire appel à l'aide stratégique russe pour reprendre la situation en main. On a vraiment là le sentiment que les investissements de la Turquie pour développer une sorte d'axe de tous les peuples, disons, de langue et de culture turcophone, donc la Turquie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, ces efforts risquent d'être anéantis par un retour en force de la Russie. Donc cet ensemble de contextes est très mauvais pour Erdogan. Quand vous ajoutez à cela que la situation économique est catastrophique actuellement en Turquie, que la livre turque, la lira, s'est une fois de plus effondrée, que le niveau de vie a connu un recul considérable en Turquie, que les classes populaires qui étaient en fait l'électorat même d'Erdogan sont directement atteintes par cette transformation, nous voyons que Erdogan est dans une très mauvaise situation. Absolument. Et qu'il est obligé de pratiquer une sorte de fuite en avant qui peut impliquer de ressusciter un certain nombre d'anciennes alliances. Écoutez, merci Michel. Reste à poser la question, on n'a pas le temps de l'élucider maintenant, mais comme on dit en hébreu, Ayamim Yagidou, on verra ça dans les prochaines semaines. Si les relations se rétablissent, eh bien, il y aura aussi un impact, sans doute, on ne sait pas très bien lequel, sur l'alliance avec Chypre et la Grèce, qui suivent avec inquiétude cette évolution. Israël prend ses précautions, comme vous le disiez tout à l'heure. En tout cas, merci d'avoir consacré du temps à notre magazine. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.